Mais de 5 décadas após encantar o público como o lendário Zorro e o aventureiro Dr. John Robinson em Lost in Space, Guy Williams continua sendo uma figura icônica na história da televisão. No entanto, após alcançar a fama, ele tomou uma decisão inesperada de deixar a atenção de Hollywood para trás. Desaparecendo na América do Sul, Williams rompeu os laços com a fama que antes o acompanhava por toda parte. Mas por que ele desapareceu dos holofotes? O que motivou sua súbita partida? Agora, pela primeira vez, sua filha se pronunciou para revelar a verdade por trás dos rumores que perduraram por tanto tempo. Das raízes de Nova York aos sonhos de Hollywood. Antes de vestir as botas de Zorro ou se aventurar no espaço, Guy Williams nasceu Armando Joseph Catalano em 14 de janeiro de 1924, no bairro de Washington Heights, na cidade de Nova York. Ele era de ascendência siciliana, filho de Atílio Catalano, um corretor de seguros, e Clara Arcara Catalano, ambos originalmente de Lercara Friedi, na Sicília. Apesar das dificuldades financeiras da família nos Estados Unidos, Atílio vinha de uma linhagem de ricos produtores de madeira em Messina e havia investido em terras em Nova Jersey. Williams passou seus primeiros anos no bairro de Little Italy, no Bronx, onde desenvolveu uma base acadêmica forte e um interesse precoce por matemática. Durante sua educação na Escola Pública 189, Williams se destacou em matemática, uma matéria em que era excelente. Mais tarde, ele frequentou a George Washington High School, enquanto trabalhava meio período em uma fonte de refrigerantes para se sustentar. Sua determinação e habilidades acadêmicas o levaram a ingressar na Peekskill Military Academy, onde continuou a se destacar como estudante. Em Peekskill, ele desenvolveu uma paixão pelo futebol americano e pelo xadrez, que se tornaram dois de seus passatempos favoritos. Seu tempo na academia ajudou a incutir nele a disciplina e a resiliência que mais tarde o beneficiariam em sua carreira. Embora seus pais esperassem que ele seguisse os passos de seu pai e se tornasse um corretor de seguros, Williams tinha outras ambições. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele desempenhou várias funções, incluindo trabalho como soldador, contador de custos e inspetor de peças de aeronaves. Esses empregos lhe proporcionaram estabilidade financeira e experiência de trabalho, mas não estavam alinhados com suas verdadeiras aspirações. Após a guerra, ele transitou para uma posição de vendas na Wanamaker's, trabalhando no departamento de malas, transição de modelo para a estrela de Hollywood. Le parcours de Guy Williams vers la célébrité n'a rien de conventionnel. Mesurant 1,91 m avec des traits frappants, Williams avait initialement l'intention de se lancer dans la comédie, motivé par son apparence et sa taille. Cependant, sa mère, qui devint plus tard cadre dans une société de films étrangers, était déçue de sa décision de ne pas poursuivre ses études. Elle espérait qu'il suivrait les traces de son père en devenant courtier en assurance, mais Guy était déterminé à tracer son propre chemin. Avant de se consacrer à la comédie, Williams a occupé divers emplois, notamment en tant que soudeur, comptable et inspecteur de pièces d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il s'est orienté vers un poste de vendeur dans le département des bagages chez Wanamaker à New York. C'est alors qu'il a décidé d'envoyer ses photos à une agence de mannequins, ce qui a rapidement conduit à son succès. Il est apparu dans de grandes publications telles que Harper's Bazaar et a figuré dans des publicités, des panneaux d'affichage et des couvertures de livres. C'est à cette époque qu'il a adopté le nom de Guy Williams, son prénom original, Guido Armando, étant jugé trop étranger par un réalisateur. Son agent, Henry Wilson, lui a suggéré ce changement pour le rendre plus commercialisable à Hollywood. En 1946, Williams a signé un contrat d'1 an avec Metro-Goldwyn-Mayer et s'est installé à Hollywood pour poursuivre une carrière cinématographique. Son premier rôle notable a été celui du bombardier de l'Enola Gay dans le docudrame de MGM The Beginning or the End, qui se concentrait sur le développement de la bombe atomique.
Malgré ce début, Williams a eu du mal à décrocher des rôles importants à Hollywood. Il est donc retourné à New York peu de temps après. La vie personnelle de Williams a également prospéré pendant cette période. En 1948, il a participé à un voyage de ski publicitaire pour promouvoir des cigarettes où il a rencontré le mannequin Janice Cooper. Les deux sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés en décembre 1948. Peu de temps après leur retour à New York. Ils ont eu 2 enfants, Guy Steven Catalano et Antoinette Catalano, qui ont tous deux poursuivi des carrières d'acteurs. En 1950, Williams a participé à certaines des premières publicités télévisées aux États-Unis, marquant le début de son implication dans ce nouveau média en plein essor. Cependant, en 1951, son père est décédé, ne vivant pas assez longtemps pour voir son fils atteindre la célébrité. L'année suivante, en 1952, Williams a signé un autre contrat d'1 an avec Universal International et est revenu à Hollywood. Pendant cette période, il a commencé à se faire connaître, décrochant des rôles dans des films comme Bonzo Goes to College et The Mississippi Gambler. Il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision, dont un épisode notable de The Lone Ranger où il incarnait le shérif d'une ville. Cependant, la carrière de Williams a été temporairement interrompue par un grave accident en 1953. Lors d'une promenade à cheval, il a été jeté et traîné sur plus de 200 mètres, ce qui a laissé une longue cicatrice sur son épaule gauche. Cette blessure l'a poussé à retourner à New York, où il a repris sa carrière d'acteur et de mannequin. Il a temporairement abandonné sa carrière cinématographique pour se concentrer sur sa convalescence et son travail à New York. Malgré ce contretemps, Williams a continué à travailler avec des studios de cinéma tels qu'Allied Artists et Warner Brothers, où il est apparu dans une série de films dans les années 50, dont The Golden Blade et The Man from the Alamo. Il a également joué dans des rôles secondaires dans des films comme Highway Patrol et I Was a Teenage Werewolf. Ce n'est qu'en 1957 que Williams a trouvé sa véritable vocation, décrochant le rôle qui allait changer sa carrière à jamais. L'héritage intemporel de Zorro. La carrière de Guy Williams a fait un grand bond en avant lorsqu'il a été choisi pour incarner le personnage iconique de Zorro dans la série télévisée Zorro en 1957. Ce rôle ne l'a pas seulement rendu célèbre, mais a aussi consolidé sa place dans l'histoire du divertissement. Sa prestation en tant que héros intrépide a profondément résonné avec le public, et Zorro est rapidement devenu l'une des émissions télévisées les plus aimées des années 50. Le charisme naturel de Williams, sa stature imposante de 1,91 m et ses compétences en escrime en faisaient le choix idéal pour le rôle, et il est devenu synonyme du personnage. L'association de Williams avec le personnage de Zorro a eu lieu après un appel à casting de Walt Disney, qui cherchait un acteur ayant de l'expérience en escrime pour incarner ce personnage créé par Johnston McCulley en 1919. Disney a été attiré par Williams après ses apparitions dans des émissions comme The Lone Ranger, Highway Patrol et Men of Annapolis. Lors de leur rencontre, Disney lui a demandé de laisser pousser une moustache qui ne soit ni trop épaisse ni trop longue et a immédiatement commencé des leçons d'escrime sous la direction du champion belge Fred Cavens. Les efforts de Williams ont payé et il est devenu l'incarnation même de Zorro, combattant pour protéger les colons et les peuples indigènes en Californie espagnole. La série a marqué un tournant dans l'histoire de la télévision. Diffusé sur ABC le 10 octobre 1957, Zorro a immédiatement captivé les téléspectateurs et a établi Williams comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Au total, 78 épisodes ont été produits sur 2 saisons, et l'émission a eu une influence durable sur la narration télévisée, avec ses fins en suspense à chaque épisode créant une narration continue qui allait devenir une caractéristique des séries télévisées. Le succès de la série a conduit à la sortie de 2 films, The Sign of Zorro et Zorro the Avenger, qui ont été montés à partir des épisodes télévisés. Le thème musical, composé par Norman Foster et George Bruns, et interprété par The Mellomen, a même atteint la 17e place du Hit Parade. En plus de sa carrière d'acteur,
La vie personnelle de Williams et son dévouement à son art étaient évidents. Il a suivi une formation en escrime sous Fred Cavens, qui avait également formé des stars comme Douglas Fairbanks et Tyrone Power. Williams a même pris des leçons de guitare avec le célèbre Vicente Gomez. Ses efforts étaient essentiels pour garantir que les combats à l'épée dans Zorro soient aussi authentiques que possible, ajoutant de l'intensité aux épisodes pleins d'action qui sont devenus une caractéristique de la série. Cependant, le succès de Zorro fut de courte durée. En 1959, un conflit juridique éclata entre Disney et ABC, ce qui conduisit à la mise en pause de la série, puis à son annulation. Malgré cela, 4 épisodes d'1 heure ont été produits en 1970 à 1961, renforçant encore l'héritage de la série. La popularité de Zorro a perduré grâce aux rediffusions au fil des années et les téléspectateurs ont continué à embrasser le personnage jusque dans les années 2000. Malgré le succès immense de la série, Williams est devenu préoccupé par le fait d'être constamment associé à Zorro. En 1958, il exprima sa frustration dans une interview avec le Longview Daily News. « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego. C'est comme travailler dans un film que l'on ne termine jamais. » La pression d'être à jamais lié à un seul rôle pesait sur Williams, surtout lorsqu'il devint évident que le succès de Zorro entraînerait la production de nouveaux épisodes. Mais Disney exigeait plus d'argent pour continuer la série, ce qui mena à une impasse avec ABC. En conséquence, Williams se retrouva bloqué sous contrat, incapable de travailler ailleurs tout en continuant à recevoir son salaire complet. Durant cette période, Williams exprima également son mécontentement face aux limitations de son rôle. « C'est comme travailler dans un film que l'on ne termine jamais », remarqua-t-il avec frustration. Il espérait plus de variété dans sa carrière, mais le succès de Zorro rendait difficile de se libérer de l'ombre du personnage. La pression d'être si étroitement associé à Zorro poussa Williams à chercher de nouvelles opportunités. Cependant, sa prestation en tant que Zorro resta iconique. Ses fortes performances et son charme indéniable, couplés à sa taille et à ses impressionnantes compétences en escrime, en faisaient un choix naturel pour le rôle. Son dévouement au personnage était évident tant pour le public que pour les critiques, mais les limites d'un rôle unique devinrent de plus en plus apparentes au fil des années. Lorsque Zorro prit fin, Williams poursuivit sa carrière avec des rôles dans diverses productions. En 1962, il joua dans The Prince and the Pauper, un film réalisé par Walt Disney. Il incarna Sir Miles Hendon, solidifiant encore son statut d'acteur polyvalent, capable d'interpréter une large gamme de personnages. Cependant, même s'il se lança dans de nouveaux projets, son héritage en tant que Zorro demeura sa plus grande célébrité. Malgré les difficultés liées à l'étiquetage, les contributions de Williams à la télévision et au cinéma restent indéniables. Son interprétation de Zorro fut un jalon dans l'histoire de la télévision, influençant la manière dont les séries télévisées évolueraient dans les années à venir. Bien qu'il ait rencontré des problèmes de typecasting, le rôle de Guy Williams en tant que Zorro demeure l'un des plus emblématiques de l'histoire du divertissement et sa performance continue d'être célébrée par les fans du monde entier. Naviguer entre les changements de carrière et le typecasting. La carrière de Guy Williams a connu plusieurs tournants notables après son rôle iconique de Zorro, passant par des rôles brefs mais marquants avant de retrouver une célébrité durable avec Lost in Space. Après avoir terminé son passage dans Zorro, Williams a fait une apparition courte mais significative dans Bonanza en 1964, remplaçant Pernell Roberts dans le rôle de Will Cartwright. Son personnage était présenté comme un neveu de Ben Cartwright, joué par Lorne Greene, et était destiné à remplacer Roberts, qui avait prévu de quitter la série. Bien que l'on ait envisagé que Williams devienne un membre permanent du casting, une campagne menée par les fans pour garder Roberts a obligé les producteurs à le conserver pour une saison supplémentaire. Cela a conduit au départ de Williams après seulement 5 épisodes. Peu après, Guy Williams s'est rendu en Europe où il a travaillé sur 2 films, Damon et Pythias, une épopée grecque dans laquelle il incarnait Damon, le héros sacrifié, et Captain Sinbad, une aventure épique basée sur les contes des Mille et Une Nuits,
où Williams a joué le rôle principal. Les deux films ont été tournés en Italie et en Allemagne, respectivement, et ont permis à Williams de s'éloigner davantage du personnage de Zorro, explorant différents genres et styles d'interprétation. À son retour à Hollywood, Williams a rejoint un autre projet notoire, Lost in Space. Dans cette série de science-fiction, Williams incarnait le professeur John Robinson, un leader sage et compétent chargé de guider sa famille dans une mission pour coloniser le système Alpha Centauri à bord du vaisseau spatial Jupiter 2. Lost in Space a capitalisé sur le succès des précédentes séries sur l'espace, le personnage de Williams apportant une présence solide et autoritaire au milieu du chaos du voyage spatial. À ses côtés, il y avait sa femme Maureen, leurs 3 enfants, et une galerie de personnages colorés, dont le Major Don West et le Dr Zachary Smith, ce dernier évoluant d'un rôle de méchant à un rôle de comique au fur et à mesure de l'évolution de la série. La série est rapidement devenue un succès, bien qu'elle ait subi d'importants changements au cours de ses 3 saisons. Initialement, l'accent était mis sur le voyage périlleux de la famille Robinson dans l'espace. Cependant, à mesure que la série évoluait, le personnage du Dr Smith et le robot devenaient plus centraux, conduisant à un changement de ton vers la comédie. Ce changement n'a pas été particulièrement bien accueilli par Williams, qui espérait des rôles plus substantiels pour son personnage. Bien que Williams soit le chef de la famille, l'accent de la série s'est de plus en plus éloigné de lui, les éléments comiques entourant le Dr Smith et le robot éclipsant le concept original. Mark Cushman, dans son livre Irwin Allen's Lost in Space, The Authorized Biography of a Classic Sci-Fi Show, revient sur cette transformation, soulignant qu'il était évident que Williams avait été cantonné à un type de rôle. Après sa prestation réussie en tant que Zorro et son travail dans des films de sabre et de sandales en Europe, Williams avait été casté dans un autre rôle d'action en tant que professeur Robinson, mais le changement de ton vers la dérision semblait réduire ses talents. Bien que Williams ne se soit pas plaint publiquement, il était évident qu'il trouvait frustrant la direction prise par Lost in Space. En coulisses, il a exprimé ses préoccupations au producteur, mais malgré ses réserves, il a continué la série, acceptant les rôles qui lui étaient offerts. Après la fin de Lost in Space en 1968, Williams s'est retrouvé avec une réputation de jouer des figures héroïques et autoritaires. Malgré sa frustration d'être catalogué, Williams était reconnaissant de son succès initial, notamment grâce aux résidus de Zorro. Comme il l'a dit au Bristol Daily Courier en 1965, « Lorsque The Prince and the Pauper a été terminé, j'ai pensé « Pourquoi rentrer immédiatement à la maison ?» Alors, ma famille et moi sommes restés là-bas et j'ai gâché toute la saison des pilotes de TV. Je voulais une autre série, car cela fait partie de mon plan de maître. Quel est-il? Les yachts en Méditerranée en font partie. Et cela ne me dérange pas que Zorro soit diffusé dans le monde entier en rediffusion. Ces chèques de résidus peuvent être bien réconfortants. La trajectoire de la carrière de Williams montre son désir de plus de polyvalence, et il a certainement dû lutter entre le typecasting de ses rôles célèbres et son désir de s'élargir. Son passage par Zorro, Bonanza et Lost in Space a mis en lumière ses forces, mais l'a également placé dans un genre qui limitait ses opportunités de croissance. Cependant, malgré les défis, Williams a réussi à faire des contributions durables à la télévision et au cinéma. Son interprétation de Zorro reste un point de repère culturel, et Lost in Space a atteint le statut de série culte, de nombreux fans continuant à célébrer son rôle de brave et noble professeur Robinson. Sagesse financière et retraite anticipée. À la fin des années 1960, après la conclusion de Lost in Space, qui a été diffusé de 1965 à 1968 pour un total de 83 épisodes. Guy Williams avait déjà commencé à se distancer du rythme effréné d'Hollywood. À ce moment-là, son succès financier, acquis grâce à ses rôles dans Zorro et Lost in Space, lui offrait un mode de vie confortable. Comme l'a souligné le historien de la pop culture Geoffrey, pendant qu'il disait 3 répliques par semaine dans Lost in Space, il prenait l'argent de l'émission, comme il avait pris l'argent de Zorro,
et il l'a investi. Et il s'avère que Guy Williams était très doué pour faire fructifier son argent. Avec ses gains judicieusement investis et sa richesse qui grandissait régulièrement, Williams ne se sentait plus obligé de continuer à jouer uniquement pour des raisons financières. Au début des années 1970, il prit la décision cruciale de laisser derrière lui le monde compétitif d'Hollywood et d'explorer une nouvelle vie dans un pays qui avait longtemps capté son cœur. En 1973, lors de l'une de ses visites en Argentine, un pays qu'il avait découvert lors de précédents voyages, Williams fut étonné de la ferveur et de l'admiration inébranlable que le peuple argentin lui portait encore, ainsi qu'à son interprétation de Zorro. L'enthousiasme était palpable. Les habitants se souvenaient non seulement de son travail, mais le célébraient avec une dévotion presque cultuelle. Cette réception écrasante joua un rôle déterminant dans la formation de son avenir. Réfléchissant à ces années, un commentateur, Cushman, posa la question de manière rhétorique. « Je n'ai jamais réussi à obtenir de réponse à cette question, et personne n'a jamais demandé à Guy. Lost in Space avait terni sa réputation à tel point que personne ne s'en souciait. Il est allé en Argentine parce qu'il a été invité à y aller et à apparaître en tant que Zorro, et il a été stupéfait de sa popularité. Les gens venaient vraiment. Ils l'adoraient et il y avait toujours des discussions pour faire plus avec le personnage, alors il est resté. Je soupçonne qu'il avait perdu l'envie de faire plus de télévision aux États-Unis. Mais je crois qu'il aurait travaillé si des propositions intéressantes étaient arrivées. Mais elles n'ont pas eu lieu. » Inspiré par l'amour véritable et l'adulation continue du public argentin, Williams décida de faire de l'Amérique du Sud sa résidence permanente. À la fin des années 1970, il s'installa à Recoleta, un quartier huppé de Buenos Aires, où il adopta un mode de vie plus calme et plus épanouissant, loin des feux de la rampe du show business américain. Cette période marqua sa retraite complète d'Hollywood, bien qu'il continuât à faire des apparitions personnelles occasionnelles. Sa décision fut renforcée par le fait qu'il avait été marié à Janice Cooper de 1948 à 1983 et qu'il était un père dévoué de 2 enfants. En Argentine, Williams jouissait non seulement de la gloire résiduelle de ses rôles passés, mais il s'impliqua activement avec son public en donnant des spectacles en direct liés à son personnage emblématique, Zorro. Ces apparitions lui permettaient de revivre son passé célébré selon ses propres conditions, tout en lui offrant la solitude qu'il désirait. La vie de Williams en Argentine ne se résumait pas uniquement à se vautrer dans la nostalgie. Il chercha également à enrichir son pays d'adoption en forgeant de nouvelles collaborations créatives. Au cours des années suivantes, il facilita des connexions avec des membres du casting original de Zorro. Notamment, il invita Henry Calvin, qui avait interprété le sergent Garcia dans la série Zorro, à venir en Argentine. Cette initiative soulignait son engagement à préserver l'héritage de son travail et à le partager avec ses fans dans sa nouvelle maison. De plus, en 1977, Williams fit preuve de son esprit entrepreneurial inébranlable en formant une troupe de cirque appelée Circo Real Madrid. S'associant au champion local d'escrime et plus tard acteur Fernando Lupiz, la troupe fit des tournées à travers l'Amérique du Sud, mêlant les éléments de son personnage audacieux à un nouveau format dynamique de divertissement en direct qui captivait les spectateurs à travers le continent. Malgré ses racines profondes en Argentine, Williams ne coupa pas totalement les ponts avec les États-Unis. En 1983, il fit un bref retour à Los Angeles pour une série d'apparitions télévisées très médiatisées. Pendant cette période, il rejoignit ses costars de Lost in Space, June Lockhart, Angela Cartwright, Bob May et Martha Kristen, pour 3 épisodes de célébrités de Family Feud. Dans ces épisodes, le casting de Lost in Space s'affronta contre celui d'autres émissions populaires telles que Batman, Hawaiian Eye et Gilligan's Island. Cette réunion permit non seulement aux fans de longue date de renouer avec lui, mais elle confirma également son statut d'icône télévisée durable. Après ses apparitions dans Family Feud, Williams fit également une apparition en tant qu'invité
dans Good Morning America, renforçant ainsi sa pertinence continue dans le monde du divertissement, même si ce ne fut que pour quelques instants. La transition de Williams du jeu actif à la retraite était emblématique de sa vision plus large de la vie. Contrairement à de nombreux acteurs qui dilapident leur fortune dans des modes de vie extravagants, Williams était exceptionnellement astucieux avec ses finances. Comme l'a expliqué le historien de la pop culture Jeffrey Mark, beaucoup d'acteurs entrent dans le show business et gaspillent leur fortune dans des manoirs extravagants pour réaliser qu'ils ne peuvent plus soutenir leur mode de vie somptueux une fois leurs émissions terminées. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à vendre tout ce qu'ils ont. Cependant, Guy Williams était différent. Il était exceptionnellement astucieux avec ses finances. Plutôt que de gaspiller ses gains, il les fit fructifier, si bien qu'à la fin de Lost in Space, en 1968, il avait déjà accumulé une richesse considérable. Le jeu n'était plus une nécessité pour lui, et son attitude était « C'était génial, les gens, mais j'en ai fini ». Tragiquement, cependant, la solitude même qui lui permettait de profiter de sa retraite contribua aux circonstances de sa mort. En 1989, après avoir passé plusieurs mois dans une isolation quasi totale dans son appartement de Buenos Aires, Williams sembla disparaître des radars. Ce n'est que le 6 mai 1989 que la police locale, menant une perquisition dans son appartement à Recoleta, découvrit son corps sans vie. Une autopsie révéla plus tard qu'il était mort une semaine plus tôt d'une rupture d'anévrisme cérébral, une fin soudaine et silencieuse pour un homme qui avait autrefois captivé des millions de personnes avec ses performances héroïques. En raison de sa popularité immense en Argentine, les restes de Williams furent initialement enterrés au cimetière de la Société des acteurs argentins, au cimetière de la Chacarita, spécifiquement dans le Panthéon des acteurs et crypte 278, où ils restèrent pendant 2 ans. En 1991, conformément à ses souhaits, ses cendres furent dispersées dans l'océan Pacifique à Malibu, en Californie, symboliquement retournant une partie de lui dans le pays où sa carrière légendaire avait été forgée. Réfléchissant à ces années après Hollywood, Geoffrey observa « C'est inhabituel pour quelqu'un dont le plus grand travail a été à la télévision pendant 8 saisons d'être encore rappelé au 21e siècle. Quelqu'un qui a pris la décision délibérée de quitter le show business et de vivre sa vie, bien qu'il soit mort bien trop jeune. » Guy Williams, l'emblématique Zorro et star de Lost in Space qui s'est retiré en Argentine après une brillante carrière et des investissements judicieux, a vu sa vie après Hollywood finalement confirmée par sa fille. Son parcours d'aventure, d'indépendance et de charme intemporel continue de captiver les fans à travers le monde. Alors, Guy Williams a-t-il jamais été votre crush d'enfance? N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager vos pensées ci-dessous.